Bien. Alors, où en étions-nous dans notre déroulé? Ah, les Shonim Acharonim, oui, c'est ça. On avait regardé ça vite fait, je crois, en pointant quelques noms importants. Alors, je vais revenir sur cette définition. On va bien avancer on va essayer de finir le plan aujourd'hui. Et comme convenu, donc voir un échantillon de texte. Aujourd'hui, ce sera la Mishnah, que je vous ai apporté là. Et on fera un petit test sur un traité sympathique d'actualité et qui ne soit pas trop désespérant à sa manière. On fera même 2 Mishnayot, on va essayer de faire ça. C'est plus simple. Alors, Rishonim Acharonim, vous vous rappelez dans quelles conditions, dans quelle temporalité le Talmud est rédigé en Mésopotamie, puis ensuite diffusé jusqu'en Europe. Et donc le Talmud, c'est un bavardage, un texte en colonne, enfin présenté aujourd'hui en colonne, sur lequel on bavardait, que l'on étudiait donc en groupe, à deux, comme on veut, avec des maîtres. Et ça appelait forcément un commentaire qui, lui aussi, a été émis par écrit. Certains grands noms, on en a vu quelques-uns, ont commenté le Talmud. L'édition courante du Talmud, pagination de Vilnius en français, contient quelques-uns de ces grands noms, mais pas tous. Certains sont édités à part, et donc nous verrons qu'est-ce qui a guidé ce choix. D'ailleurs, pourquoi avoir mis Rashi, pourquoi avoir mis ces successeurs contradicteurs, les tosafistes, Tosfot en hébreu, pourquoi quelques autres, comment fonctionne une page de Talmud, ça nous le verrons. Ce n'est pas encore ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais ce sera une prochaine fois. Donc on est en plein Moyen-Âge, au temps des croisades, et ça commence à commenter par écrit. Et puis il y a un autre style d'approche du Talmud, enfin, qui n'est pas un commentaire, mais qui est une production d'arbitrage à partir du Talmud. La loi juive, il faut aussi l'enseigner, il faut dire des conclusions talmudiques, elles n'apparaissent pas toujours dans le débat, et c'est très lié à la manière dont on utilise tel passage ou telle page, en fonction de sa grille de lecture, on obtient des conclusions différentes, donc des arbitrages différents. À l'époque, je dirais que ce n'est pas extrêmement gênant, puisque chacun est un peu dans son coin, chaque autorité, chaque commentateur est un peu dans son monde, un peu tout seul. Il communique certes, mais très modérément et dans des délais astronomiques avec d'autres de lui. Donc les désaccords mettent du temps parfois à se cristalliser. Et c'est surtout que sur un lieu donné, il y a un maître qui commente le Talmud d'une manière et le public, les fidèles, ont rarement l'occasion d'entendre un autre écho. Donc ça fonctionne très bien. Mais il y a des lignes différentes en réalité. Il y a des pays où on communique mieux que d'autres, sans doute, c'est très inégal, ce que je viens de pointer. Et donc, parmi cette autre catégorie de commentateurs, il y a ceux qui ont fait des arbitrages qu'on pourrait appeler des décisionnaires médiévaux, donc du Moyen-Âge. La forme de leur écrit peut être assez différente. Certains vont se contenter de suivre le texte du Talmud, de le réécrire en condensé, en donnant les points forts et la conclusion. D'autres vont carrément, et le cas de Maïmonide est intéressant, concevoir un code de loi avec une classification tout à fait originale, qui ne suit pas l'ordre des traités. Et là, vous avez une œuvre géniale qui est le Mishneh Torah de Maïmonide, un grand code de loi qui a aussi comme particularité d'être complet, qui touche tous les registres, pas seulement de la vie juive en diaspora, sans le temple, etc., mais y compris les registres qui touchent à la vie en Eretz Israël à l'époque du temple. Et ça, c'est assez inédit, il y a peu qui ont été jusque-là, peut-être que le temps était compté, peut-être que les capacités n'étaient pas les mêmes, mais on a rarement des codes de loi, en tout cas comme Maïmonide, qui soit aussi complet. Mishneh Torah. Alors je vous ferai une présentation aussi dans les mains, vous verrez, donc c'est un set de plusieurs tomes, c'est quelque chose d'important, écrit dans un hébreu, mais alors limpide. On peut rarement faire des contresens sur Maïmonide, et surtout, comme la langue est précise, on peut l'analyser et commenter. Vous avez des commentaires de Maïmonide, sur Maïmonide bien sûr. Alors le seul
point faible qui n'est pas un point faible, mais qui a été un angle d'attaque pour les adversaires de Maïmonide, c'était un maître très critiqué. Parce que on lui a reproché grosso modo deux choses, enfin deux ou trois choses. Je dirais que ce qui lui a valu pas mal d'ennuis, c'est qu'il était assez hostile à la mystique et à l'ésotérisme de certains rabbins, notamment de Provence. Il se les a mis à dos puissamment. Il leur reprochait pas mal de choses. Et eux lui ont fait bien sentir et bien savoir qu'il ne reprochait tout autant si ce n'est plus. Donc il y a une brouille entre les sages de Provence et Maïmonide, qui a fait que les livres de Maïmonide ont été brûlés chez les sages de Provence. Donc c'est pas rien. On lui reproche aussi le Guide des égarés. Donc ça, c'est un autre écrit philosophique. Certains disent que ce n'est pas de la philosophie, donc il y a une petite querelle là-dessus. Peu importe. Le Guide des égarés, c'est, je dirais, le livre nécessaire à chaque génération. Il faut réécrire peut-être à chaque fois le Guide des égarés pour actualiser nos connaissances juives en matière de pensée, sur le plan de la pensée. Sur le plan de la loi, vous avez Mishneh Torah qui est important. Pour ce qui concerne les catégories de la pensée et de l'exégèse, confère le Guide des égarés. Qu'est-ce qu'on pense des grandes questions théologiques? Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu, etc. Quel statut on donne au texte? Comment on gère les images, les anthropomorphismes, les récits? Bref, autant de questions qui, si elles ne se sont pas revisitées, d'une part, laissent une pratique imbécile, d'autre part, désespèrent ceux qui se posent des questions et qui ont l'impression que le judaïsme, c'est de la crétinerie. Donc ça, c'est un livre très important, le Guide des égarés, et on lui a reproché de se référer à Aristote, de le citer, de récupérer certaines thèses d'Aristote ou bien des adversaires d'Aristote. Bref, c'était, semble-t-il, et ça gêne encore certains aujourd'hui, le livre de trop pour Maïmonide. Et puis Mishneh Torah, alors là par contre, la pensée qu'il pense ce qu'il veut, la mystique qu'il en pense qu'il veut. En revanche, Mishneh Torah posait problème parce que Maïmonide ne donne que des arbitrages, autrement dit des conclusions, mais il n'a pas pris le temps de les démontrer. On lui attribue un regret très important de ne pas avoir eu le temps d'écrire pourquoi il avait obtenu telle conclusion, quelle lecture il a du Talmud pour obtenir telle conclusion. Ce qui fait que ça peut déconcerter. Parce qu'il peut avoir une lecture très sophistiquée, très argumentée, et je dirais qu'il y a toute une littérature maïmonidienne sur Mishneh Torah qui vise à faire le raccord entre le Talmud et Maïmonide pour comprendre comment il en est arrivé là. Mais vous savez, quand quelqu'un, des fois, je sais pas, vous écoutez un intellectuel et qui vous renverse le cerveau, qui tombe sur des conclusions absolument désopilantes, qui peut presque vous dire que le racisme c'est bien, que l'humanisme c'est mal, etc. Qu'est-ce qui lui arrive, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fumé? Qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, il y a un raisonnement derrière, bien sûr qu'il faut critiquer, surtout si les conclusions sont négatives, sont moralement condamnables, mais le pire c'est qu'il y a un raisonnement derrière, et qu'il faut pouvoir suivre ce raisonnement, et pour démonter la conclusion, la thèse, il faut donc attaquer le raisonnement. Maïmonide n'a pas prêté le flanc à ses critiques, il n'a pas eu le temps, et donc du coup certains ont vu dans son Mishneh Torah une sorte d'hérésie, une lecture trop libre, et pas conforme au Talmud, parce qu'ils n'avaient pas compris en quoi cela consistait. Des siècles ont suffi peut-être à le réhabiliter, bien sûr, et aujourd'hui il est incontournable. Maïmonide est incontournable et ne souffre, en tout cas sur Mishneh Torah, d'aucune critique. Il est vrai que le Guide des égarés, vous ne le trouvez pas sur tous les rayons de bibliothèque. D'accord? Il y en a qui pensent que les esprits ne sont pas mûrs, qu'on ne sait plus lire le Guide des égarés, que c'est un livre qui fait trop réfléchir. Chez certains, c'est même carrément ça le problème. C'est un livre qui fait réfléchir, qui fait se poser des questions à ceux qui ne s'en posaient pas. Et vu que les réponses sont difficiles, c'est encore mieux si les gens ne se posent pas de questions. Vous voyez un petit peu le genre de raccourci. Et la confiance qu'on peut avoir pour ses élèves ou ses fidèles, qu'on traite comme des enfants, voire même plus petits encore. Mais ça, l'infantilisation des gens, c'est pas propre au judaïsme, mais ça existe malheureusement. Bon, donc j'ai cité Maïmonide, mais dans la foulée, d'autres ont fait ce travail, selon les formes que je vous ai indiquées, soit sous forme de code, mais plus souvent sous forme de réécriture condensée avec arbitrage du Talmud, et arrive une très grande figure, c'est le point 4 de notre grand 2, le Shulchan Aruch.
Shulchan Aruch, c'est le nom du bouquin, qui est un code de loi. Son auteur, c'est un certain Rabbi Yosef Karo. Et il inaugure, en tout cas sa génération inaugure, la nouvelle tranche de ceux qu'on appelle les Aharonim, les derniers. Donc on semble, et honnêtement ce découpage, moi me fait question. Je vois bien dans quel style écrivent les médiévaux, les Rishonim. Je vois bien que le style est très différent chez les Aharonim, les derniers, mais honnêtement, qui a écrit ce découpage, qui l'a inventé, qui l'a proposé, pourquoi il est validé, il est communément admis? Je ne sais pas très bien. Il est assez conventionnel et il fait modérément sens. Toujours est-il que Rabbi Yosef Karo, il vit à Safed, Tzfat, en Israël, la ville des mystiques. Il est contemporain de cette autre très grande figure de la mystique juive, de la Kabbale, qui est Rabbi Yitzhak Luria, on dit le Harizal. Et là, vous avez un avant et un après dans l'enseignement de la Kabbale avec le Harizal. Hari, c'est l'acrostiche de Denu Rabbi Yitzhak, sous-entendu Luria. Hari, donc Aleph Resh Yud, et Zal, c'est Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Donc vous retrouvez ce nom qui circule, la Kabbalah lourianique, c'est ainsi que les experts la nomment, aura renouvelé la dimension, le langage, et peut-être même pour une part les objectifs, non pas de la Kabbale elle-même, mais de son enseignement. Je développerai un peu par la suite, mais ce qui est intéressant, c'est que cette explosion mystique, elle est tout à fait contemporaine de la naissance du Shulchan Aruch. La légende raconte que Rabbi Yosef Karo était un plus grand mystique encore que le Harizal, et que le Harizal était encore un plus grand homme d'Halacha, de codification, que Rabbi Yosef Karo. Mais il fallait que chacun se dépasse dans son domaine, et donc c'est le plus petit d'un domaine qui a écrit, et le plus petit de l'autre domaine qui a enseigné. La Kabbalah, elle n'est pas écrite par le Harizal, ce sont ses disciples, notamment un majeur, Rabbi Chaim Vital, qui s'en chargera. Bon. Alors, le Shulchan Aruch comme code de loi n'a pas repris les catégories de Maïmonide. Hein, si un jour vous vous penchez sur le Mishneh Torah, vous verrez que cette œuvre est originale, que ces catégories ne sont pas reprises ni suivies. Rabbi Yosef Karo s'est concentré sur les catégories de son temps. Donc il n'y a pas dans sa codification les questions du temple, du rituel, du pur et de l'impur, en tous les cas quasiment pas. En revanche, il y a tout ce qui concerne la vie quotidienne des gens, le rituel, la vie sociale, la justice, la justice en tous les cas à hauteur des compétences dont peuvent se prévaloir en exil, entre guillemets, les tribunaux rabbiniques. Évidemment, il sera question de la peine de mort, je dirais presque heureusement. Il ne sera pas question de tout ce qui est abandonné depuis la disparition du temple et la fin, exactement superposable, du Sanhédrin, du grand tribunal de l'époque. Bon. Alors, les catégories ne les a pas inventées, il en a hérité d'un livre qui l'a précédé, qui s'appelle Le Tour. C'est un auteur européen. Et Rabbi Yosef Karo avait écrit un commentaire sur ce livre, qui s'appelle Bet Yosef, et de ce commentaire, il en a malgré sa propre codification. Là aussi, c'est un hébreu limpide, simple. Ce sont des petits alinéas. Et ça paraît simple, donc c'est l'abrégé. C'est formidable. Un abrégé, vous allez voir, l'abrégé, ce sont des livres immenses et qui sont, ils sont très imposants. Donc ça aussi, si Dieu veut, je vous montrerai cela. Mais comme ça, on peut déjà intégrer et digérer la chose. Des alinéas qui s'étudient eux-mêmes, jusque dans leurs moindres nuances. Donc il y a des commentaires du Shulchan Aruch, et des commentaires du commentaire, et des commentaires du commentaire du commentaire. Mais 1565, c'est la date de parution de son livre. À partir de là, donc, ça deviendra un point focal important. Alors aujourd'hui, quand on dit Shulchan Aruch, c'est le mot qui fait, qui fait taire tout le monde. Voilà, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, point.
Genre, c'est la loi, quoi. Alors, aujourd'hui, c'est à peu près vrai, en fait, c'est plus compliqué. Mais à son époque, ça, semble-t-il, était très difficile d'imposer ce livre, de le faire valoir. Parce qu'il y avait des coutumes plus anciennes, il y avait des modes d'arbitrage qui étaient différents selon les pays. Un exemple, la légende raconte que, voyageant jusqu'au Maroc, en anonyme, comme pour s'exiler, Rabbi Yosef Karo a eu toutes les peines du monde à faire valoir son livre au Maroc. Parce qu'au Maroc, on était très attaché à la tradition des rabbins de Castille, qui avaient débordé jusqu'au Maroc. Et puis les séfarades, les juifs d'Espagne, étaient très admirés. Partout où ils étaient plus cultivés, parfois même plus riches, très fins, avec une très forte autorité. Et donc il arrive, ce rabbin de Safed, qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, et puis il nous dit, voilà, j'ai fait un livre de loi pour tout le peuple juif. Donc il y a bien des endroits où on n'a pas forcément suivi ces arbitrages. Et aujourd'hui encore, dans le bassin méditerranéen, alors tout est maintenant mélangé, puisque les juifs ont quitté la plupart des pays arabes, mais en Israël se concentrent ces juifs du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, qui ne suivent pas toujours le Shulchan Aruch dans tous les détails. Ils ont parfois des arbitrages, des coutumes un peu différentes. Et puis en revanche, tout l'axe moyen-oriental, Caire, Alexandrie, Bagdad, alors là par contre, et puis Jérusalem, on est très très fidèles pour ce qui est des juifs séfarades au Shulchan Aruch, enfin ce qu'on appelle séfarades au Shulchan Aruch. C'est addict, quoi. On ne dévie pas de ses arbitrages à lui et d'autres autres. Alors comment il a procédé au juste? Il y a un point de méthode dans le Shulchan Aruch qui est qu'il s'est servi des 3 grands piliers de l'enseignement de la loi. C'est ainsi qu'il les nomme, Amoudé Hora. 3 grands piliers. Le premier, c'est bien sûr Maïmonide. C'est presque le principal. Le second, un certain Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui précédait un peu Maïmonide, qui avait écrit cette forme abrégée du Talmud avec des arbitrages, Yitzhak El-Fassi. Et le troisième, c'est Rabbeinu Asher, en acrostiche Rosh, Resh, Aleph, Shin. Alors lui, il a une destinée particulière, donc c'est un médiéval aussi, qui vient de l'Allemagne et qui s'installe en Espagne. Donc il commence sa vie en Allemagne, il a fini en Espagne. Donc il passe de la sphère dite Ashkenaz à la sphère dite séfarade. Mais rassurez-vous, il reste Ashkenaz. Mais pour Rabbi Yosef Karo, il est presque un alibi, on pourrait dire, hein, si on était un peu taquin. Donc sur ces 3-là, Rabbi Yosef Karo dit, moi je ne mets pas ma tête entre les montagnes, je ne dis pas qui a raison, je dégage une majorité. Je dis comment il vaut mieux faire en tenant compte de ces 3-là, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Donc quand j'en ai 2 sur 3, on dira la loi c'est comme les 2. Et certains disent, sous-entendu le 3e, qu'on ferait autrement, mais comprendre que la loi doit être faite comme la majorité. C'est plus délicat quand Maïmonide est seul d'un côté et les 2 autres face à lui pas d'accord avec Maïmonide. Rabbi Yosef Karo a du mal à désavouer Maïmonide en général. Mais bon, il fait sa petite tambouille, c'est une grande tambouille en fait, très méthodique, et il produit ce code de loi. Problème, c'est qu'il a comme balayé d'un revers de la main, sans tenir compte, sans jamais les citer a priori, en tous les cas, tous les rabbins d'Europe, de la sphère ashkénaze, de Pologne, d'Allemagne, de France d'ailleurs, tous ces grands médiévaux qui de Rachi jusqu'à lui ont sévi et qui ont produit un savoir considérable. Et donc les juifs d'Europe étaient embêtés avec ce code de loi, ils ne les représentaient pas. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Il aurait pu se passer qu'un très grand maître en Europe décide de faire un autre Shulchan Aruch. Et là on se serait retrouvé avec un judaïsme séfarade, je dis les choses schématiquement parce que c'est un peu plus complexe, et un judaïsme ashkénaze qui n'ont plus rien à se dire. D'accord? Avec chacun qui développe donc sa loi, parce que si vous avez des supports différents, à la fin vous développez des lois différentes. Ça veut dire 2 Torahs en Israël. C'est ça que ça veut dire au sein d'Israël. Ça veut dire 2 Torahs, 2 religions autonomes. Il y a un risque de schisme par le livre, par l'écriture, et ça c'est un danger que tout le monde a perçu. Et il y a un maître qui était à Cracovie, qui s'appelle Rabbi Moshe Isserles, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes avant qu'il ne soit trop tard.
et il a écrit sur le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo des notes. Et ça, c'est génial. Il n'a pas fait un bouquin à part, il a mis des notes pour dire, bon, voici ce qu'a dit Yosef Karo, moi, pour la coutume ashkénaze, voici ce que je préconise. Ces notes, elles se distinguent, parfois elles commentent, et je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas étudier l'un sans l'autre. Son coup de maître a été réussi. On doit étudier les deux pour les comprendre tous les deux. Vous voyez ? Ça s'appelle comment, j'ai pas... Moshe Isserles, Rabbi Moshe Isserles. En acrostiche, c'est Rama, Resh Mem Aleph. Donc, ne vous inquiétez pas, là, je vous donne je vous fourre une batterie d'informations, mais on va les visualiser à terme. Donc, retenez, donc il y a juste cette histoire de notes. Donc, vous avez un alia de Shulchan Aruch, et puis quelques mots de notes, parfois c'est un peu plus long, parfois c'est plus court, de Rabbi Moshe Isserles. Mais ça va ensemble. Et ça, c'est un cadeau qui est fait. Parce que du coup, sur les communautés, la frontière n'est pas tout à fait claire. Est-ce qu'on fait comme Rama ou on dit Maran, notre maître dans le monde séfarade, c'est-à-dire Shulchan Aruch? Est-ce que c'est une synthèse des deux? Comment ça marche? Parce que c'est loin, hein, c'est le XVIe siècle. Donc évidemment, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais on est obligé donc de s'imprégner d'eux pour les comprendre et les prolonger. Donc voilà, c'est un coup de maître, donc ce Shulchan Aruch. Alors je vais faire un grand bond en avant. Aujourd'hui, comment on fabrique la halakha? Comment ça marche? Sur une question nouvelle posée, qui dit quoi et sur quelle base? Je ne sais pas, moi, si... c'est pas une question exactement nouvelle, mais si on se pose la question du don d'organes, ou des procréations médicalement assistées, c'est ce sujet que je chéris particulièrement, c'est-à-dire tous les thèmes de la bioéthique. Ou bien, si on se pose des questions, je dirais même de société ou au niveau de la société. Ou encore, si on veut réfléchir sur la méthode de la halakha, c'est-à-dire la halakha de la halakha. D'accord ? Comment la halakha s'administre elle-même, comment la halakha se pense elle-même. Pour rappeler ce que j'appelle la méta-halakha, comment on gère un pays d'après la halakha, comment une question qui se pose à l'individu se pose à un ensemble. Bref, toutes ces préoccupations qui ne pouvaient pas effleurer l'esprit des maîtres du XVIe siècle, qui eux géraient le particulier, éventuellement la communauté, mais ça n'allait pas au-delà. Alors comment on fait donc devant toutes ces questions diverses, nouvelles dans ces thèmes, parfois nouvelles dans sa dimension, dans leur dimension? Alors il y a un tournant tout à fait contemporain. Je dirais que depuis le Shulchan Aruch jusqu'à aujourd'hui, on travaillait par responsa. Le mode des responsa, des questions-réponses, existait bien avant, depuis les Géonim, depuis les sages de Mésopotamie, depuis la clôture du Talmud jusqu'à Maïmonide. Mais le mode question-réponse, on écrit à un maître une question, il développe sa réponse dans des longues pages, et on publie de son vivant, ou bien après sa mort, et ça fait quelques volumes comme ça, eh bien ce mode-là a fonctionné à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et puis il vient Israël, 1948, et là il y a déjà des autorités plus sédentaires, plus rassemblées, un peu centralisées, ça c'est pas encore tout à fait fait. Et disons que pour une grande question nouvelle, ça tourne chez quelques grands décisionnaires, 5 ou 6 de la génération maximum, en Israël, en Europe, aux États-Unis. Par exemple, vous m'entendez souvent citer Rav Moshe Feinstein, grand maître américain, qui quitte la Russie, je crois juste au moment de la révolution russe, s'installe aux États-Unis, et le judaïsme orthodoxe américain, on le lui doit beaucoup. Et donc il a laissé une collection de responsables de questions-réponses. Certains vont faire de l'abrégé, publier de l'abrégé avec des notes explicatives sur un thème, sur un autre. Donc on a les deux styles qui cohabitent, et grande nouveauté, c'est que maintenant, on s'est un peu professionnalisé, je dirais, vous avez des parutions de halakha consacrées par exemple au domaine de la médecine. Vous avez même de très nombreuses parutions en matière de bioéthique en Israël, Amérique-Israël. Vous avez des sites internet dédiés où, cette fois-ci, ce sont
des collectifs qui répondent, qui travaillent les questions. Vous avez aussi l'administration rabbinique en Israël avec une jurisprudence. Donc ça devient un peu plus... Ça prend un autre tour. D'accord ? C'est plus immédiat. Oui. Il n'existe pas de traduction de ces livres. Oh non, non, non. Très peu, très, très peu. Ce sera tellement long à traduire qu'on a plus vite fait d'apprendre la langue. Vous voyez. Ouais. Donc voilà comment cela fonctionne. Je dirais, et ça c'est un trait qui concerne toutes les disciplines des connaissances juives, halakha, pensée, Bible, etc., qu'aujourd'hui on a accès à une infinité de livres, même qui ne sont plus édités, sur ces fameuses bases de données, les unes payantes, les autres même gratuites. La gratuité se développe beaucoup sur les bases de données juives. J'ai quelques applis, quelques sites que je peux vous recommander, qui sont très commodes. Une que j'utilise beaucoup pour mes préparations de support de cours, c'est Sefaria par exemple. Mais c'est assez nouveau. Qui traduit les textes qu'elle met en ligne autant qu'on peut se faire. Et à tout récemment, la partie Bible contient la française. Donc c'est presque limité. On fait en toutes les langues, c'est pas très long, mais voilà, les gens qui s'y créent. Il y a même pas de son. Des musiques pour la liturgie, etc. Ils ont mis tous les livres de prière en ligne. Bon, ça existe déjà sur plein d'autres sites. Là, ça fait de manière professionnelle. C'est pas juste des copier-coller à l'infini qui cumulent les bugs et les problèmes de police de carte, par exemple. Donc, on vit une époque tout à fait bénie avec l'utilisation de aussi à tout ça, c'est une identité 1000 fois contrariée. Ça veut dire qu'il y a d'un côté, je dirais que dans l'ensemble, la pensée rabbinique a